Étudie. 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 Pause. Ici, on te demande pas de réviser. On prend le temps de dire. On pose des mots sur ce que les étudiants vivent vraiment, sans jugement et avec bienveillance. Je suis Virginie Avlange, du service de communication de l'Université de Liège, et je te souhaite la bienvenue dans Étudie. Épisode 2. Je souffre de troubles alimentaires. J'ai toujours été quelqu'un de très perfectionniste. En secondaire, j'étais la première de la classe. Alors quand je suis arrivée en médecine, ça a été un choc. Tout à coup, j'étais plus en haut du classement et ça, j'arrivais pas du tout à l'accepter. C'était comme si tout ce qui me définissait jusque-là s'effondrait. C'est à ce moment-là que les troubles alimentaires ont commencé. Comme une réponse, une manière de reprendre le contrôle sur au moins quelque chose. Très vite, ça a pris une place énorme. C'était une forme violente d'anorexie boulimique. Et plus ça avançait, plus ça me détruisait physiquement et mentalement, à un point que j'étais même plus capable de suivre mes études normalement. J'ai fini par obtenir un statut d'étudiante en situation de handicap, donc j'ai doublé plusieurs années, mais au moins je risquais pas d'être exclue du système. À un moment donné, j'étais hospitalisée 7 mois en tout dans un centre spécialisé, et puis à l'approche de la rentrée académique, j'ai pris une décision. J'ai signé une décharge, je voulais reprendre mes études, je voulais pas que ma convalescence dure plus longtemps et continue à menacer mes études comme ça. Avec du recul, je pense que c'était trop tôt, parce qu'en sortant, les mécanismes profonds de la maladie étaient toujours là. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que j'étais pas seule. Dans ma cohorte en médecine, j'ai commencé à remarquer des signes chez d'autres filles, le même profil que moi, perfectionniste, exigeante avec elles-mêmes. Et chez certaines, ça se voyait, dans leur rapport au corps, à la nourriture, comme si dans un environnement aussi compétitif, aussi exigeant, quelque chose finissait par se dérégler chez plusieurs d'entre nous. Bonjour Françoise, vous êtes pédiatre spécialisée en médecine de l'adolescent et médecin responsable du centre de référence des TCA situé au Mont-Légien. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe dans ce témoignage ? Bonjour Virginie. Alors, dans ce témoignage, on est face à une jeune femme, une étudiante qui est soumise à des études extrêmement contraignantes avec une compétition qui est très grande. Et c'est vrai que le stress pour être passé par là est immense parce que la place n'est jamais garantie. Et quand on a une angoisse, une anxiété et qui plus est une personnalité un peu perfectionniste avec un souci de faire plus que le mieux, généralement on reprend le contrôle un peu à tout niveau et c'est vrai que l'alimentation est quelque chose qui est très souvent remarqué en fait chez les personnalités perfectionnistes. C'est vraiment une volonté de contrôler à tout niveau, y compris l'alimentation. Et dans quelle mesure la privation de nourriture peut altérer les performances plutôt cérébrales et la capacité d'être performant aux études finalement ? Alors c'est à double tranchant parce qu'on a parfois l'impression qu'au début, si vous voulez, quand il y a une perte de poids, il y a comme un état d'agitation, un état où on est un peu baigné là comme ça de dopamine mais aussi de corps cétoniques qui peuvent donner un sentiment un peu d'hyperacuité intellectuelle où on est sharp, on est super concentré, voilà. On sait que les personnes qui maigrissent s'envahissent de plus en plus au niveau de la pensée, on sait qu'il y a une rigidité intellectuelle qui s'installe, qu'il y a un sentiment de puissance et que ça, à un moment donné, ça évolue vers l'incapacité finalement à se concentrer correctement. Ça finit par prendre toute la place, donc au début, il y a un sentiment grisant et par la suite, il peut y avoir plutôt un envahissement cognitif qui fait que toute la pensée est prise par le trouble alimentaire, par les préoccupations alimentaires, corporelles, de poids, etc. et qui font qu'à un moment donné, on ne sait plus se concentrer correctement sur ses études. Et puis, il y a la dénutrition neurologique qui fait qu'à un moment donné, le cerveau, parce qu'il faut savoir que le cerveau, c'est ce qui brûle le plus d'énergie dans un corps humain, 95% de ses besoins, c'est le sucre. Les étudiants qui étudient, ils consomment comme des bolides sur des circuits de Formule 1. Et donc, si on n'alimente pas ce cerveau, c'est la panne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'en veut plus. Est-ce que vous constatez dans votre patientèle des personnes qui sont atteintes de ces troubles et des troubles liés aux études ? Alors, il faut savoir que les causes des troubles alimentaires sont multifactorielles. Il ne faut jamais chercher une cause unique parce que c'est un mauvais chemin à prendre. Il y a des personnalités qui sont beaucoup plus vulnérables au développement de troubles alimentaires que d'autres. Il y a des facteurs biologiques, héréditaires, génétiques même. Il y a des facteurs constitutionnels, il y a des facteurs familiaux, environnementaux. Et puis, à plus large échelle, effectivement, communautaires et sociétaux. Maintenant, il peut y avoir des environnements gâchettes, c'est-à-dire des environnements où la performance, où la compétition sont mises en avant et gratifiées. Et c'est vrai qu'il y a des études où pour faire sa place, il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être le meilleur. Et ça, c'est extrêmement confrontant à soi-même. Et donc, ça aiguise finalement, j'ai envie de dire, chez les étudiants, peut-être un perfectionnisme, mais surtout une ultra-exigence de soi à tout niveau. Il faut savoir que des études comme certaines, il n'y a pas que la médecine, il y a des études
études diverses où on est plongé des heures seul face à soi-même et ses cours, où finalement on est un peu désocialisé, on est tout le temps isolé, on doit bosser, mais je veux dire, il y a quelque chose qui est extrêmement confrontant pour beaucoup d'étudiants d'être là-dedans, et finalement il y a besoin de rythmer les choses, de reprendre un contrôle, de les structurer, d'être dans des routines qui rassurent finalement, parce que sinon il y a un sentiment de vide et de solitude qui peut être très très grand. Et c'est vrai qu'à la fois le perfectionnisme, la compétition, l'ultra-exigence et à la fois cette solitude et ce repli pour étudier peuvent être des gâchettes qui vont engendrer la reprise de contrôle à tout niveau. Il y a des patients qui peuvent avoir différents profils, mais on sait que les personnalités perfectionnistes ou chez qui on va engendrer un perfectionnisme et une hyper-exigence pour réussir, eh bien effectivement, elles sont plus à risque de développer des TCA. Vous avez dit que guérir de troubles alimentaires peut prendre très longtemps. Ici, l'étudiante a signé une décharge pour reprendre ses études parce qu'elle ne pouvait plus, selon elle, perdre du temps et perdre des années. Mais est-ce que c'est vraiment un bon calcul, ça ? Ce n'est pas toujours un bon calcul, non. C'est-à-dire que le trouble alimentaire, si on ne va pas au fond des choses, en tout cas dans la période la plus aiguë, il revient renforcé. Encore plus renforcé par la suite. Et d'ailleurs, son témoignage le dit, cette personne a signé trop tôt, finalement, l'arrêt de son traitement pour reprendre ses études. Et c'est vrai que souvent, on essaie de répondre à une pression aussi de l'entourage. On n'a pas le droit de louper plus qu'un certain nombre d'années. On risque d'avoir des pénalités si on redouble des années, mais la priorité, c'est la santé, parce que la souffrance est énorme. Il y a encore énormément de patients qui se chronifient autour des troubles alimentaires, des décès prématurés. Une très grosse partie des décès qui sont dus à des suicides en raison de la souffrance immense, au-delà même des complications somatiques. Et il faut garder à l'esprit que les troubles alimentaires constituent encore la maladie mentale la plus mortelle, au-delà de la dépression et des troubles anxieux. Donc si on ne prend pas la mesure de la gravité de certaines situations, oui, on peut reprendre des études, on va reprendre un mur dans la figure quelques semaines ou mois plus tard, c'est pour s'arrêter de plus belle, finalement compromettre davantage la santé. Donc je pense que c'est important de se dire, quand je suis malade, je vais au bout de ma maladie. La maladie ne se voit pas sur une radio, on ne peut pas vous montrer ça sur un cliché ou dans une prise de sang, elle n'en est pas moins grave, à tout niveau. Et ici, voilà, si on sent qu'on est en train de verser vers ce trouble alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les soins ? Comment est-ce qu'on peut être accompagné ? Alors la priorité, c'est de se dire qu'on ne va pas le gérer seul. Le plus précoce est la prise en charge et le mieux c'est. Il faut en moyenne 6 ans pour en sortir. Ça veut dire qu'il faut le prendre précocement. Le plus tôt c'est le mieux, je me répète. Donc la priorité, c'est de faire appel à d'abord soit un médecin traitant, là-bas, c'est le médecin traitant, c'est quand même de pouvoir s'exprimer auprès de son médecin, ou bien le médecin généraliste, ça peut être le psychiatre, bref. C'est d'aller chercher l'aide immédiate. À l'université, il y a une structure de psychologue dont vous allez parler, mais le médecin traitant, lui, il peut assez rapidement, dans le début d'un trouble alimentaire, mettre en place un trajet de soins en activant un code particulier qui permet aux patients de moins de 24 ans d'accéder à des suivis psychologiques et diététiques gratuits sur une période de 12 mois qu'on peut renouveler si c'est nécessaire. Et donc, c'est à hauteur de 30 séances de psy et 30 séances de diététique par an. Donc, c'est pas négligeable et c'est gratuit. Donc, il faut tout de suite aller chercher le problème à la base pour éviter qu'il ne se développe et ne s'installe de manière vraiment pérenne. Je ne parviens pas à me rappeler l'époque où mon corps n'était pas l'objet d'insécurité, l'époque où les miroirs ne me servaient qu'à poser un regard bienveillant sur mon reflet. Aujourd'hui, chaque passage devant une glace rime avec contrôle, frustration, déception, culpabilité. Je mentirais si je disais que je n'apprécie jamais le corps qui m'appartient. Mais il suffit d'une photo, d'une vidéo et d'une story sur les réseaux sociaux pour que cet instant de confiance m'échappe, comme balayé par ces filles au physique inatteignable. Je suppose que je suis une éternelle insatisfaite. Surmonter les injonctions de la société, tracer mon propre chemin, sans regarder de côté. Je trouve cela bien compliqué. Si les réseaux sociaux me permettent de créer, de m'évader, de m'inspirer, ils m'étouffent aussi et embrument ma spontanéité. C'est comme si l'insouciance que j'avais enfant au moment des repas s'était comme perdue, petit à petit, au fil de l'adolescence. À présent, apparemment, il faut calculer, peser, réduire les calories et augmenter le poids des haltères. Alors mon cerveau est constamment tiraillé entre le désir de me faire plaisir, parce que la restriction permanente n'est pas vivable, et la discipline du lendemain, parce qu'un plaisir ne peut pas exister sans latente punition. Et je trouve que c'est tellement épuisant.
Ici, dans ce deuxième témoignage, c'est peut-être triste à dire, mais je pense que ce genre de récit pourrait être celui d'une grande majorité de personnes, de femmes surtout. Mais est-ce que le contexte des études et le fait aussi d'être un jeune adulte qui évolue dans une société qui est dominée par les réseaux sociaux et l'apparence peut nous rendre encore plus susceptibles d'avoir ce genre de pensée parasite, parce qu'on est vraiment dans ce cas-là ici pour cette jeune fille? Oui, ces témoignages-là, en fait, ils reflètent vraiment le face à soi, l'insatisfaction corporelle dont souffrent 60 à 70% des adolescents et jeunes adultes que l'on interroge. Il faut savoir que dans les médias, 40% des femmes, par exemple, qui sont représentées dans les médias ont un indice de masse corporelle qui les place en dénutrition, contre 3% dans la population de manière naturelle et physiologique. Et ce qu'on représente aussi dans les médias, c'est d'une part le fait qu'être comme ça est gage de bonne santé. Il faut savoir que 99% des personnes en sous-poids sont photoshopées pour gommer les signes de dénutrition. Et puis surtout, on a l'impression qu'on est dans la maîtrise. Alors quand on reprend ce témoignage où cette femme explique toutes les questions par rapport à elle-même, vous savez, le pic de troubles alimentaires, il se situe entre 14 et 17 ans, précisément, généralement après le moment de la puberté, où le corps a changé, où d'enfant on passe à un corps qui a pris en masse grasse, qui a pris en masse maigre aussi, mais plus précisément en masse grasse chez les filles. On ne les prévient pas. Cette composition corporelle, elle réévolue au fur et à mesure de la croissance pour favoriser plus la masse maigre. Mais alors, il faut se repositionner par rapport à soi-même. Et c'est vrai qu'on est dans l'ultra-comparaison. Les réseaux sociaux entretiennent l'ultra-comparaison. Et ces considérations de complexe, d'autocomparaison, d'injonction de la société dont la personne parle, sont vraiment le signe de souffrance énorme chez tout le monde et peuvent amener à des troubles alimentaires atypiques qui évoluent vers les 3 grands que sont l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie et qui sont là encore plus difficiles à soigner. Et à terme, ce genre d'automatisme de pensée, de se comparer et tout ça, est-ce que ça ne peut pas finir par réellement altérer ne serait-ce que l'expérience étudiante? Parce que là, on parle d'étudiants, de personnes qui sont aux études, et l'expérience étudiante, elle est faite de moments de lâcher prise, de guindailles, de repas aussi avec les autres. Donc oui, dans quelle mesure ça va finir par altérer en fait cette expérience étudiante qui, on aimerait bien en profiter quand même de cette expérience étudiante. Mais absolument, et c'est vrai que j'ai pas mal de patientes qui sont dans des études supérieures et qui s'empêchent de vivre leur vie d'étudiant, et ce sont des années très dures, certes, pour certaines, 4 mois par an, mais aussi magnifiques en termes de socialisation, d'apprentissage, d'autonomisation, et puis de fête. Il ne faut pas négliger ça, on a besoin de ça. Maintenant, évidemment, quand on est dans la restriction et qu'on a peur de se confronter à des situations qui nous mettent face à la nourriture, à l'alcool, à tout ce qui pourrait faire prendre du poids, on a tendance à s'isoler, à se soustraire de ça, à refuser de participer à certaines activités. En fait, on est là pour vivre et pour profiter de la vie. Je ne dis pas qu'il faut boire, je dis qu'il faut vivre et qu'il faut s'amuser. Sinon, on dépérit tout seul. Ici, on aurait l'impression que le deuxième témoignage est un peu plus léger que le premier, mais on entend quand même beaucoup des « il faut faire ça », on entend beaucoup qu'elle est soumise aux injonctions de la société, mais est-ce vraiment le cas ? Non, la situation n'est pas plus légère. C'est-à-dire que le premier témoignage montre la pathologie installée qu'il faut soigner de manière pluridisciplinaire. On ne soigne pas un TCA tout seul. Il faut un médecin, il faut un psychiatre, il faut un psychologue, il faut un diététicien avisé qui puisse faire un travail comportemental, déconstruire les croyances et surtout maintenir cette personne en vie. Parce qu'en fait, si elle a déjà été hospitalisée, c'est qu'elle a une problématique quand même de pronostic. Le deuxième témoignage, lui, il est beaucoup plus répandu, mais j'ai envie vraiment d'insister sur le fait de la souffrance que ça peut engendrer et sur le fait que finalement par rapport à l'image qu'on a de soi, comment on va se construire et se définir et s'ancrer dans la société, c'est hyper important de travailler ça à la base. On ne peut pas vivre avec un regard aussi négatif sur soi en permanence parce que c'est extrêmement destructeur, et si c'est pas un trouble alimentaire qui se déclenche, ça peut être une addiction, ça peut être une autre problématique de santé mentale ou autre. Donc j'ai envie de vous dire, quand on est comme ça tellement tout le temps dans l'insatisfaction de soi, dans la comparaison, de dire mais je suis pas assez, je suis trop, j'oserais pas montrer, je vais pas y aller, parce que c'est vraiment important d'en parler, de ne pas rester seul avec ça. On est tous uniques et c'est ça qui fait la beauté de chacun. Je pense qu'entre étudiants, entre jeunes, il y a moyen de renverser la vapeur vraiment et de cultiver cette richesse des différences et de pas rester seul avec ça parce que la souffrance, elle est très grande. Je tiens quand même à préciser que si quand on est en dénutrition, dans l'hyper-contrôle, on n'a pas envie de changer la situation parce qu'on a l'impression qu'on est bien, c'est le sommet de l'iceberg. La souffrance, elle est immense aussi à l'intérieur. C'est un sentiment de solitude, un sentiment de perte de contrôle total parce que, en fait, ce n'est pas la patiente qui dans le cas premier, qui contrôle, c'est le trouble alimentaire. Elle est habitée par quelque chose. Quand on a un Covid, on n'est pas son Covid. Quand on a un trouble alimentaire, on n'est pas son trouble alimentaire. On a un trouble alimentaire. Et donc, elle est en proie à quelque chose
d'extrêmement puissant dont elle ne sait pas se sortir. Alors elle s'en accommode et ça permet de faire bon ménage. Mais il ne faut pas négliger. Le sentiment qui peut paraître de celui de « je gère tout et je suis très bien comme ça, n'y touchez pas », c'est un leurre en fait, d'abord pour la patiente mais pour tout l'entourage aussi. Alors si on doit repartir avec un conseil, quand on est dans ces cas de figure, donc quand on est aux études et que soit on a un trouble alimentaire qui est installé, qui est là, ou alors comme le deuxième témoignage, on a des complexes sur notre apparence et on en souffre. Alors pour le cas où on est déjà installé dans un trouble alimentaire, c'est de ne surtout pas le banaliser, le minimiser. Il faut l'affronter et le soigner avec les bonnes équipes interdisciplinaires, j'en ai déjà parlé, parce qu'il en va du pronostic vital. Pour ce qui est de l'envahissement cognitif, de l'insatisfaction et de toutes ces préoccupations corporelles et alimentaires qui ne sont pas encore vraiment étiquetées troubles alimentaires, ne jamais les minimiser non plus. On a tendance à banaliser le fat talk, le fait de parler de ça. Il faut tout de suite aller déjouer ça parce qu'inéluctablement ça peut évoluer vers des choses beaucoup plus graves et c'est déjà une source de souffrance. Donc aller voir un psychologue, s'inscrire dans des groupes thérapeutiques qui travaillent l'insatisfaction corporelle, qui déjouent les croyances alimentaires erronées. Tout ça, ça se fait maintenant, c'est mis en place et il y a énormément de choses qui sont disponibles. C'était Étudie, un podcast de l'Université de Liège réalisé en collaboration avec le service qualité de vie étudiante et le service de communication. Si tu te sens concerné par la thématique des troubles alimentaires abordés dans ce podcast, tu peux te diriger vers l'équipe soutien psy des affaires étudiantes pour un premier contact avec des psychologues. L'équipe pourra t'orienter ensuite vers un suivi psychologique ou psychiatrique adapté à la CPLU ou au CHU.